Vous êtes professeur de philosophie à l'UCAC, Université catholique d'Afrique centrale. Vous êtes spécialisé dans le domaine de la justice. Je commencerai par remarquer que dans la littérature philosophique africaine contemporaine, il existe deux types de rapports aux traditions orales. Deux types de rapports. Le premier consiste à nier la possibilité de trouver dans les traditions orales une forme quelconque de pensée philosophique. Donc, la philosophie étant, comme le soutien pour l'Ontonji qui a été rappelé tout à l'heure, un ensemble de textes écrits pour l'Ontonji. Il n'y a pas de philosophie en dehors des textes écrits. Et donc, dans ce premier cas, les traditions orales ne méritent pas d'être considérées comme l'objet d'une transmission dans la pensée philosophique. Donc, seuls les textes écrits par les philosophes, et considérés par leurs auteurs comme philosophiques, méritent d'être considérés dans les débats de philosophie africaine. Voilà le premier type de rapport aux traditions orales. Le second consiste à adopter, je dirais, une approche un peu plus ouverte. Une approche ouverte à la diversité des formes d'expression de la pensée philosophique, ce qui permet d'y inclure en totalité ou en partie les traditions orales africaines. Je dis bien en totalité ou en partie. Il y a une première tentative qu'on trouve chez Marcien Toa, notamment dans son ouvrage intitulé « Idée d'une philosophie négro-africaine » que beaucoup de personnes ont étudié ici au Cameroun. Et il y a aussi la tentative menée par un philosophe kényan, peut-être qui a été juste évoqué dans les cours de philosophie ici, mais qui est un peu moins connu, qui s'appelle Henry Odera Oruka, dans un ouvrage intitulé Sage Philosophie, Indigenous Thinkers and Modern Debate in African Philosophy. L'ouvrage n'a pas encore été traduit en français, pas en espagnol non plus. Et mon analyse va être guidée par la question suivante. Quels sont les critères à partir desquels les traditions orales pourraient être considérées comme transmissibles dans la pensée philosophique contemporaine? La position qui s'est imposée à partir de l'œuvre d'un certain Placide Tempels, le missionnaire belge, qui avait publié, je crois, en 1949, la philosophie bantoue. Dans cet ouvrage, Tempels plaidait pour la reconnaissance d'une philosophie authentiquement africaine, et même s'il ajoutait que cette philosophie n'est pas identique à la philosophie occidentale, mais c'est de la philosophie quand même, c'est de la métaphysique, on y trouve une conception de l'être, de l'essence humaine, etc. C'est cette démarche que Marcien Toa va critiquer, en estimant que, premièrement, il y a un problème idéologique à la base, parce que le but de ces philosophes africains, c'est de critiquer le préjugé européocentriste qui est à la base du refus de reconnaître une philosophie en Afrique. On veut trouver l'identité entre les Africains et les Occidentaux. Donc, nous sommes philosophes comme vous, c'est ça l'identité. Nous aussi, nous avons nos systèmes philosophiques. Voilà l'objet, prouver l'identité. Mais pour parvenir à prouver l'identité, on se sert des arguments de la différence. Mais nous n'avons pas les mêmes philosophies. Nous n'avons pas les mêmes systèmes de pensée. Donc c'est là le paradoxe qui a été souligné ici par Marcien Toa et même par d'autres auteurs. Donc si on s'en tient à la critique de nos philosophies telle qu'elle est contenue dans l'essai, c'est sur la philosophie de l'Afrique actuelle, on pourrait dire qu'il n'y a vraiment pas de place pour une pensée proprement africaine dans la tradition philosophique. Donc certains ont pensé que la pensée de Marcel Toa avait vraiment changé de manière radicale. Bon, lui, il présente ça comme une sorte d'évolution, comme une plus grande ouverture. Dans un premier temps, il n'avait fait que critiquer une méthode, une démarche. Bon, maintenant, il va reprendre la même thèse. Il reprend la même thèse, la thèse de l'existence
d'une philosophie négro-africaine, il retient comme définition de la philosophie la pensée de l'absolu. La philosophie, c'est la pensée de l'absolu. La philosophie, c'est le courage de remettre en question l'absolu. La philosophie, c'est toute tentative de discuter des représentations, discuter des croyances, discuter des opinions, examiner le pour et le contre de chacune pour ne retenir vrai que celle qui résiste à cette épreuve de critique et de truc. Moi, je suis en train de... Donc, est-ce qu'il existe dans les traditions africaines cette dimension de la mise en évidence, la mise en lumière de l'intelligence, de la discussion critique? Donc, Macento va analyser un certain nombre de traditions africaines, en commençant d'abord par les traditions égyptiennes. Vous allez observer qu'en Égypte, par exemple, même si on se réfère à un système de valeurs, un système de pensée qu'on peut considérer comme plus ou moins figé, puisque ça se rapporte ou aux dieux, ou aux pharaons, etc., qui sont en général considérés comme des divinités. Donc Macento montre que pour autant, il n'y a pas de vraie distance, de grande distance entre les hommes et les dieux. Au contraire, les hommes, dans cette tradition de pensée, revendiquent avec un certain succès un certain nombre de prérogatives. Par exemple, la prérogative de l'immortalité. Les hommes revendiquent cette prérogative. On ne sait pas si ça se vérifie, mais ils revendiquent avec succès ce genre de prérogative. Donc ça contribue à réduire la distance entre eux et les dieux. Et autre chose, c'est justement le code de la morale qu'on appelle souvent la mad égyptienne, qui indique les principes de justice, d'harmonie, d'ordre pour régir la société égyptienne. La mad. Macento montre que cette mad s'impose à tous, aux dieux, aux hommes, etc. Donc c'est l'objet d'une appropriation. Mais alors il y a, si vous voulez, un double défi. Comment définir cette philosophie des sages? Comment est-ce qu'on la définit et par quelle méthode on comprend, on découvre cette sagacité philosophique? Donc, au niveau de la définition d'abord, la sagacité philosophique n'est pas un ensemble de proverbes. Ce n'est pas un ensemble de mythes. Ce n'est pas un ensemble de pensées que l'on peut trouver chez un certain nombre de personnes précises. C'est plutôt la capacité pour certaines personnes particulières à présenter de manière discursive, à présenter de manière rationnelle ces données culturelles. Donc en fait, il ne s'agit pas d'aller voir les philosophes qui ont déjà formé à l'école occidentale et qui viennent recueillir ces données culturelles et qui interprètent ces données culturelles de manière avec leurs outils. L'enjeu ici, c'est de voir comment, dans le cadre des sociétés africaines, il existe un certain nombre de personnalités, de personnes qui ont la capacité, non pas seulement de restituer le corpus de leur culture, non pas seulement de présenter des poèmes, de présenter des mythes, n'importe qui peut le faire en réalité, il suffit d'avoir un peu de mémoire, de connaître sa culture, mais de présenter en discutant, de présenter en analysant, et de discuter ce corpus des traditions orales sans se priver de la possibilité de proposer autre chose, de dire autre chose, de proposer d'autres systèmes de pensée. Les traditions ne sont rien en dehors d'un processus de transmission qui est oral. Elles ne sont rien à mesure. Même quand on a écrit quelque chose, cela même qui a été écrit ne devient objet de transmission, ne devient transmissible que par la médiation de la communication orale. Par la médiation de la communication orale. Sur ce point, moi je retiens le point de vue de Platon qui, dans le Phèdre, je crois, disait que, pour justifier un peu la forme de dialogue qui privilégie en philosophie,
C'est quand vous interrogez un texte écrit, vous prenez un texte, interrogez-le. Ce texte ne vous répond pas. Si je ne comprends pas un passage de ce livre de Marcel Toa, je vais interroger le texte, il ne me répond pas. Le texte ne va jamais me répondre. Il faut que je vois Marcel Toa lui-même pour qu'il me réponde. Et si Marcel Toa ne vit plus, c'est fini. Si je tiens à avoir une réponse, je vais devoir inventer ma réponse. J'invente une réponse qui peut ne pas correspondre avec ce que l'auteur a voulu dire. La preuve, souvent les auteurs disent, mais ce que vous avez dit de ma part, ce n'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. C'est vrai, les gens ont posé des questions au texte, ils ont essayé d'y répondre eux-mêmes, ils ont tapé à côté, comme on dit vulgairement. Mais même si la discussion existe, elle ne conduira jamais à dire que cette difficulté de fixer des critères absolus ou même d'interpréter de manière correcte, que cette difficulté est telle qu'il vaut mieux abandonner l'intérêt pour ce savoir le cours ou bien l'intérêt pour les traditions. Voilà. Madame Alice Fabien. Merci, monsieur le professeur.